Quand j'étais en première année d'histoire à l'université de Bruxelles, un livre a véritablement révolutionné ma vision de faire et d'écrire l'histoire. Des horizons nouveaux s'ouvraient à moi, à la fois sur le plan géographique, mais aussi et surtout sur le plan des thèmes abordés. Cet ouvrage, c'était le premier tome de Civilisation matérielle et capitalisme de Fernand Braudel, qui avait été publié dans le cadre de la première édition en 1967. Rien que le titre lui-même était tout un programme. J'allais le découvrir. Pendant toutes mes études secondaires, j'avais été un passionné d'histoire, mais les livres d'histoire que je lisais, c'étaient ceux qui me tombaient sous la main et ceux que j'achetais en librairie à l'époque, à savoir des livres qui portaient essentiellement sur l'histoire politique, des ouvrages également consacrés à la biographie de souverains. Or là, dans Civilisation matérielle et capitalisme, je découvrais ce que c'était que l'anthropologie historique, ce que c'était que l'histoire des petites gens, l'histoire des manières de vivre, de s'alimenter, l'histoire de l'habitat également, et j'attendais impatiemment que le tome 2, qui était annoncé depuis de nombreuses années, paraisse enfin. Il se fait que ce tome 2, en fait, devint tome 2 et tome 3, lorsque l'ouvrage refondu, avec des notes cette fois, ce qui n'était pas le cas de la première édition du tome 1, parut enfin en 1979. L'ouvrage avait été annoncé avec beaucoup de fracas dans la presse dans les mois qui précédaient, et c'était impatient que chaque semaine je me rendais dans ma librairie préférée à Bruxelles, pour voir si n'avait pas encore été publié. Fernand Braudel, l'auteur de cet ouvrage, de son vivant, était considéré comme un dieu. C'était vraisemblablement le plus grand historien de la seconde moitié du XXe siècle, et lorsqu'il apparaissait, c'était comme une véritable icône. Moi-même, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas connu au sens propre, mais je l'ai croisé à 2 reprises. Une première fois, lorsqu'il sortait du 54 boulevard Raspail à Paris, c'est-à-dire de la Maison des Sciences de l'Homme qu'il avait fondée, et lorsqu'il est sorti du bâtiment, il y avait une voiture qui l'attendait, et un monsieur, qui n'était pas un chauffeur de taxi, mais vraisemblablement un jeune collègue, lui a ouvert la portière comme s'il s'agissait d'un chef d'État. Car c'était un chef d'État dans son domaine. La deuxième fois que je l'ai entreaperçu, c'était à la Bibliothèque nationale, alors qu'il se dirigeait vers le bureau central de la salle des imprimés. Là encore, il avait fière allure et il était très impressionnant. Il n'était pas très grand, mais enfin, sa chevelure blanche
avait quelque chose de tout à fait significatif, et je me souviens que là aussi, j'étais jeune étudiant, mon cœur s'est mis à battre. J'avais vu un Dieu. Plusieurs témoignages qui m'ont été rapportés par la suite par d'illustres maîtres me confortaient dans cette idée qu'il s'agissait d'un personnage hors du commun. Mais qui était donc Fernand Braudel? J'aborderai le personnage, bien sûr, par quelques éléments biographiques qui concerneront sa formation, les débuts de sa carrière d'enseignant dans l'enseignement secondaire, puis la période de la guerre et enfin la période de la gloire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à son décès lorsqu'il avait 83 ans, excusez-moi. Ensuite, dans un second temps, j'essaierai de voir, d'identifier les personnages qui l'ont marqué, qui l'ont influencé dans sa carrière, ceux qu'il a rencontrés, avec lesquels il a noué des liens amicaux et des liens intellectuels qui ont permis aux sciences humaines d'éclairer un certain nombre de concepts en confrontant des disciplines qui jusqu'alors n'entretenaient pas un véritable dialogue. J'aborderai également Fernand Braudel en tant qu'homme de pouvoir, et bien sûr et surtout, ce sera l'essentiel de mon exposé, il sera question de ses grandes œuvres, qui sont rassemblées autour de moi, puisque ces livres ont été longtemps mon pain quotidien. Fernand Braudel est né en Lorraine en 1902. Il est décédé en 1985. Je vous ai dit qu'il est donc mort à 83 ans. Il a fait ses études supérieures d'histoire à Paris. Ensuite, très jeune agrégé, il avait seulement 21 ans, il se lance dans l'enseignement secondaire, ce qui était la voie naturelle pour un agrégé d'histoire. Il est envoyé d'abord au lycée de Constantine, puis d'Alger, en Algérie. Il va y enseigner entre 1924 et 1932, ce n'est pas rien, c'est une période assez longue. Cette période est marquée par une curiosité incessante quant au pays, l'Algérie, qui découvre alors. Ça va être l'occasion pour cet homme du Nord également de découvrir la Méditerranée et le monde méditerranéen qui auront tellement d'importance dans sa carrière d'universitaire. Entre 1932 et 1935, il revient à Paris. De 1935 à 1937, il part enseigner à l'université de Sao Paulo au Brésil. Puis vient la guerre. Il est mobilisé et il est fait prisonnier
il avait le grade de lieutenant entre 1940 et 1945. Cette période est importante parce que il ne va pas laisser son temps libre courir inutilement, et c'est de mémoire qu'il va rédiger, en partie du moins, sa thèse de doctorat qu'il défendra en 1947. Je vous ai dit que Fernand Braudel est un homme qui doit, en partie du moins, sa destinée à d'autres historiens et spécialistes des sciences humaines qu'il a pu rencontrer dans sa vie. Les deux personnages principaux sont, bien sûr, Marc Bloch et Lucien Febvre, qui, en 1929, ont fondé les Annales d'histoire économique et sociale, qui vont donner un tout autre tour à la discipline historique. En réagissant contre l'histoire historisante, l'histoire politique, militaire, événementielle, diplomatique, telle qu'elle était pratiquée essentiellement dans l'université française jusqu'alors. Ces deux personnages s'étaient rencontrés à l'université de Strasbourg, qui était redevenue française au lendemain de la défaite de l'Allemagne, et cette université va compter toute une série de grands savants avec lesquels Marc Bloch et Lucien Febvre vont garder des contacts très étroits pour, dans le cadre de leur projet, d'établir des liens nouveaux avec les autres sciences humaines. Fernand Braudel est l'héritier immédiat des deux fondateurs des Annales, donc Marc Bloch et Lucien Febvre. Fernand Braudel a rencontré, a eu des liens, non seulement avec Lucien Febvre, mais il était aussi influencé par Henri Pirenne, qui s'était déjà lancé dans cette voie de l'histoire économique et sociale. Il va également rencontrer un certain nombre d'économistes comme François Peyroux, de sociologues ou d'anthropologues comme Maurice Halbwachs ou Claude Lévi-Strauss bientôt, et il va nouer avec eux un dialogue extrêmement fécond. Un autre personnage qui a joué un rôle important dans sa vie, c'est l'historien économiste Ernest Labrousse, qui en 1933 et 1944 va publier deux thèses extrêmement importantes qui portent sur l'évolution de l'histoire économique en France au XVIIIe siècle. À côté de ces maîtres que j'ai évoqués, à côté de ceux qui sont ses contemporains et avec lesquels, je l'ai dit, il va nouer un dialogue très fécond sur le plan épistémologique, il y aura plus tard la génération des diadoques, c'est-à-dire les héritiers entre lesquels il va partager son empire, puisque Fernand Braudel, j'ai pu introduire cette thématique dans mon introduction, était un homme de pouvoir, c'est-à-dire
des historiens qui, maintenant, pour une partie d'entre eux, sont décédés, ou en tout cas sont très âgés. Je veux parler dans le domaine du Moyen-Âge, Jacques Le Goff, dans le domaine de l'histoire moderne, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui va lui succéder au Collège de France, dans l'histoire contemporaine, un spécialiste de l'histoire russe, à savoir Marc Ferraud, et je pourrais en citer un certain nombre d'autres d'ailleurs, comme André Burguère ou Jacques Revel. J'aurais pu vous citer également Charles Maurrazé, spécialiste d'histoire économique. Revenons maintenant un petit peu en arrière pour essayer de comprendre les lignes de force de cette œuvre gigantesque, et je ne sais pas si mon objectif permet de voir les nombreux ouvrages qui se trouvent sur mon bureau autour de moi. En tout cas, je les montrerai à l'écran à la fin de cette leçon. C'est une œuvre vraiment immense. Il fait partie de ces personnages qui, outre leur intelligence supérieure, ont une capacité de travail, une énergie qui défie évidemment le sens commun. J'ai évoqué tout à l'heure sa thèse de doctorat. Thèse de doctorat sur laquelle il a travaillé pendant près de 20 ans. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Donc, ça couvre la deuxième moitié du XVIe siècle. Cette thèse a été soutenue en 1947 et Lucien Febvre, qui a inspiré cette œuvre majeure, a déplacé le centre d'intérêt qui était justement, jusqu'alors, je dirais, au cœur des travaux historiques, en modifiant le titre initial, Philippe II et le monde méditerranéen, en déplaçant donc la perspective, en mettant la Méditerranée, le monde méditerranéen au centre de la problématique, en faisant donc une sorte de personnage, et Philippe II n'étant là justement que pour replacer chronologiquement la thèse. C'est un ouvrage gigantesque. Je vous avoue l'avoir souvent feuilleté, j'en ai lu certains chapitres, mais je n'ai pas lu la totalité de l'œuvre. Parce qu'elle vous tombe un petit peu des mains, non pas qu'elle soit particulièrement difficile, mais il s'agit d'une thèse très dense. Que faut-il retenir de ce livre? Tout d'abord, c'est dans ce livre que Braudel met en place sa tritemporalité. Ce système de temporalité où 3 temps se superposent comme des chapitres dans un livre. En dessous, un temps pratiquement immobile qui est celui de la géohistoire où pratiquement rien ne bouge, en tout cas de visible à l'œil humain. Un second étage qui est non plus un temps structurel, mais un temps conjoncturel, c'est le temps du social, le temps de l'État, le temps de l'économie également, le temps des échanges, des villes et des campagnes,
Et puis alors, un troisième niveau qui est le temps de l'événementiel. C'est l'écume des vagues, c'est le grenier dans la maison. C'est le temps des batailles, c'est le temps de l'histoire politique et militaire, c'est l'histoire des individus. Je vais vous lire un passage tiré directement de la préface de cette œuvre majeure, donc La Méditerranée et le monde méditerranéen. Je vous en montre ici le premier volume, paru chez Armand Collin. Le second volume, c'est celui-ci. Donc vous voyez qu'il s'agit vraiment d'une œuvre imposante, écrite en petits caractères dans l'édition que j'ai devant les yeux. 600 pages pour le second volume, 600 pratiquement pour le premier également. Et dans la préface célèbre, Fernand Braudel écrit ceci. J'ai passionnément aimé la Méditerranée, sans doute, parce que venu du Nord, comme tant d'autres, après tant d'autres, je lui aurais consacré avec joie de longues années d'études, pour moi bien plus que toute ma jeunesse. En revanche, j'espère qu'un peu de cette joie et beaucoup de sa lumière éclaireront les pages de ce livre. L'idéal serait sans doute, comme les romanciers, de camper le personnage à notre gré, de ne jamais le perdre de vue, de rappeler sans cesse sa grande présence. Malheureusement, ou heureusement, notre métier n'a pas les admirables souplesses du roman. Le lecteur qui voudra aborder ce livre comme je le souhaite fera donc bien d'apporter ses propres souvenirs, ses visions de la mer intérieure et, à son tour, d'en colorer mon texte, de m'aider à recréer cette vaste présence, ce à quoi je me suis efforcé autant que je l'ai pu. Je pense que la mer, telle qu'on peut la voir et l'aimer, reste le plus grand document qui soit sur sa vie passée. Si je n'ai retenu que cette leçon de l'enseignement des géographes qui furent mes maîtres à la Sorbonne, je l'ai retenue avec une obstination qui donne son sens à toute mon entreprise. Dès l'abord, on voit ici que Fernand Braudel s'inscrit dans une histoire où l'espace a toute sa place. On peut dire d'ailleurs, certains ont dit qu'il était peut-être plus encore géographe qu'historien. D'ailleurs, Yves Lacoste lui a consacré un chapitre dans un de ses livres. On voit également, en entendant donc cette préface, que Fernand Braudel est un visionnaire, on pourrait même dire un poète de l'écriture historique. Lorsqu'il écrit, et c'est ce qui fait tout son charme, on sent une plume qui transmet les émois de son âme. Et c'est sans doute ce qui m'a charmé lorsque je l'ai lu il y a de cela bien longtemps. Fernand Braudel s'est d'ailleurs expliqué dans un numéro du magazine littéraire de novembre 1984, et vous voyez ici donc un dessin représentant la tête de Fernand Braudel, que vous avez par ailleurs derrière moi, donc sur votre gauche à vous, ici. Je vous montre également, puisque j'ai le dos tourné, en même temps Lucien Febvre, qui fut son maître et son prédécesseur au Collège de France.
et Lévi-Strauss, bien sûr, que vous connaissez, et Henri Pirenne, le grand médiéviste belge que j'ai évoqué tout à l'heure comme étant un personnage qui a compté, évidemment, dans les débuts de la carrière de Fernand Braudel. Voilà donc ce que Braudel, dans un article qu'il a publié, ou plutôt qu'on a publié, et qui était en fait un entretien, donc dans ce numéro, entretien intitulé « Une vie pour l'histoire », il dit ceci à propos de la Méditerranée. Je vais essayer de retrouver le passage. J'espère que ça va me revenir assez rapidement. Alors, oui, voilà ce qu'il dit. On lui pose la question, qu'est-ce que cela veut dire que vous cherchez la Méditerranée? Réponse de Braudel. Je n'étais pas ou pas seulement à la recherche de la Méditerranée d'histoire. J'étais aussi à la recherche de moi-même. Je n'ai pas eu d'illumination. Je suis resté indécis des années face à la Méditerranée. Je ne l'ai comprise qu'en 1941, 18 ans donc après le début de mon travail, le jour où je me suis aperçu que la géographie était le moyen par excellence de ralentir l'histoire, un moyen d'arriver au plan zéro. Je regarde s'il y a encore autre chose qui peut être retenu ici. Non, je vais pour l'instant m'en tenir là. Je risque de passer du temps à retrouver ce dont je voulais vous parler il y a quelques minutes. Donc, un ouvrage tout à fait essentiel. Toutefois, personne parmi ses disciples ne va reprendre sa périodisation, si je puis dire, cette superposition de trois temps, le temps structurel, le temps conjoncturel et le temps événementiel. Donc il s'agit vraiment d'une marque de fabrique typiquement braudélienne. On va la revoir dans un de ses autres ouvrages, un ouvrage majeur dont il a été déjà question, à savoir Civilisation matérielle, économie et capitalisme, puisque le titre a été modifié entre la première et la deuxième édition, donc première de 1967 et deuxième édition de 1979. Deuxième ouvrage de Fernand Braudel, qui lui a pris également 20 ans. C'est un ouvrage qu'il a commencé à la fin des années 50 et qu'il a publié, donc, comme je le disais, pratiquement au crépuscule des années 70, en 79. Cet ouvrage, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, résulte d'une commande, comme souvent, d'ailleurs, lorsque l'on publie dans une collection. C'était Lucien Febvre, peu de temps au fond avant son décès, en 1956, qui lui avait demandé d'écrire un livre qui serait le pendant de celui que lui-même, Lucien Febvre, voulait publier concernant l'histoire des temps modernes, à savoir l'histoire des mentalités et des croyances entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Fernand Braudel était chargé d'écrire l'histoire matérielle dans le cadre de cette vision un peu binaire ou manichéenne, à première vue, je dis bien, dans la division du travail qui lui était imposée par Fernand Braudel. Entendons-nous bien, je ne veux pas réduire
la pensée de Lucien Febvre a une vision comme ça, où il y aurait d'une part le spirituel et d'autre part le matériel dans l'histoire, mais il se fait que cette division du travail entre le maître et son élève, finalement, cette division du travail va rester comme une sorte de boulet au pied de Fernand Braudel, taxé dès lors de spécialiste de l'histoire matérielle. Il était effectivement un historien économiste, alors que son maître, Lucien Febvre, est un spécialiste de la psychologie collective. Donc effectivement, il ne travaillait pas dans le même créneau, sur les mêmes rails. Mais en fait, Fernand Braudel a expliqué par la suite que c'était un peu le hasard qui avait fait qu'il avait écrit un ouvrage où la civilisation matérielle apparaissait en premier lieu, même s'il était spécialiste effectivement d'histoire économique. Et que s'il n'avait pas abordé en tant que tel l'histoire de mentalité, c'est que cette partie-là, initialement, était réservée à son maître. Mais il se fait que cet ouvrage n'a jamais paru. Et on a fait le reproche par la suite à Fernand Braudel de ne pas s'être intéressé, en tout cas dans la plus grande partie de son œuvre, à l'histoire des mentalités, ce qui paraissait le comble pour un spécialiste du XVIe siècle, qui semblait avant tout marqué par cette grande réforme protestante, et donc par la révolution des mentalités, des esprits, essentiellement donc dans la première moitié du XVIe siècle. Mentalité du XVIe siècle dont Lucien Febvre était justement le grand spécialiste. En fait, on se rend compte que Fernand Braudel s'est intéressé, mais c'est vrai par la bande, à l'histoire des mentalités. Mais je me souviens d'avoir lu un jour, je ne sais plus où, parce que j'ai quand même beaucoup lu Braudel, dans un de ses écrits qui disait que, c'est un petit peu un cabotin, ceci dit Braudel, que lui, à l'inverse de son maître, il s'était toujours intéressé à l'histoire sale, c'est-à-dire à l'histoire de bas étage, et qu'il ne s'était jamais intéressé à l'histoire noble, qui avait été l'objet d'étude de son maître Lucien Febvre. Je peux peut-être vous lire maintenant des extraits de ce grand ouvrage. Je prendrai l'introduction de la première édition, donc de 1967. Parce que, évidemment, cette introduction a été réécrite en 1979, et il dit ceci. Partout, au ras du sol, se présente une vie matérielle faite de routines, d'héritages, de réussites très anciennes. La vie agricole, par exemple, largement prioritaire à travers le monde entier avant le XVIIIe siècle, et même au-delà du seuil décisif qu'il a représenté, remonte par ses racines à des millénaires en deçà de ce XVe siècle, par quoi débute notre livre. Vérité pour le blé, pour le riz, pour le maïs, pour la domestication des animaux, etc., etc. De même, les outils élémentaires, vieux aussi, les moulins à eau avant, etc. Donc quand je dis etc., ça veut dire que la phrase se prolonge. Par vie économique, et c'est donc le deuxième étage qui correspond, si vous voulez, à ce temps plus conjoncturel, par opposition à ce temps plus fondamental, plus structurel, qui apparaissait déjà dans la Méditerranée, par vie économique, nous désignerons en principe un étage supérieur privilégié de la vie quotidienne à plus large rayon. Le calcul et l'attention y réclament leur part constante. Fille de l'échange, des transports, des structures différenciées des marchés, du jeu entre pays
déjà industrialisés et pays primitifs ou sous-développés, entre riches et pauvres, créanciers et emprunteurs, économie monétaire et prémonétaire, elle est déjà en elle-même presque un système. Et enfin, ceci dit, le mot de capitalisme, si encombrant peut-il nous aider à désigner un troisième étage? Et puis alors, bon, s'ensuit donc tout un commentaire. Un peu plus loin, toujours dans cette introduction de 1967, il dit ceci pour terminer. Cependant, de l'un à l'autre de nos volumes, le problème essentiel restera le même. Comment un ordre, un système complexe de vie, un ancien régime à l'échelle entière du monde, a-t-il pu se détériorer, se rompre et être atteinte alors la limite du possible, puis franchi ses obstacles? Comment le plafond a-t-il pu être crevé? Et pourquoi seulement au profit de quelques privilégiés du monde? Vous voyez, c'est une problématique extrêmement vaste, essentielle, bien sûr. Et alors on va voir comment il termine son propos dans le volume 3. À l'occasion, je vous montre la nouvelle édition, enfin la deuxième édition qui comprend les 3 volumes chez Armand Collin. Donc, cette fois, le titre général était Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 15e, 18e siècle. Donc, l'économie apparaît cette fois dans le titre. Le tome 1 s'intitule Les structures, et sous-titré Les structures du quotidien. Voici. Et là, je vais peut-être vous lire quand même un passage dans celui-là. Il y dit, en présentant son livre, les 3 volumes qui composent le présent ouvrage s'intitulent Les structures du quotidien, le possible et l'impossible. 2. Les jeux d'échange. 3. Le temps du monde. Le dernier est une étude chronologique des formes et prépondérances successives de l'économie internationale. En un mot, c'est une histoire. Les 2 premiers volumes, beaucoup moins simples, sacrifient largement à une recherche typologique. Le premier, déjà publié en 1967, est une sorte de pesée du monde, comme l'a dit Pierre Chaunu, la reconnaissance des limites du possible dans le monde de la pré-industrie. Une de ces limites est la place énorme alors de la vie matérielle. Le second volume, Les jeux d'échange, confronte l'économie et l'activité supérieure du capitalisme. Il fallait distinguer ces 2 nappes hautes, les expliquer l'une par l'autre, par leur mélange comme par leur opposition. Alors, le volume 2, Le temps du monde, ce sont chaque fois des ouvrages qui font un peu plus de 500 pages, oui c'est ça. Et enfin, le 3e et dernier tome, Les jeux de l'échange. Autrement dit, il s'agit véritablement d'une histoire économique du monde entre le 15e et le 18e siècle. Je vais peut-être vous lire un extrait de la conclusion de ce tome 3. Qu'est-ce que je viens de faire? Ah non, j'ai inversé, excusez-moi, le tome 2 et le tome 3. C'est ceci le tome 3. Voilà, j'avais inversé avec les jeux d'échange. Voilà comment Fernand Braudel termine. Donc en fait, c'est un historien qui n'a jamais fait de politique, il n'a jamais été engagé politiquement. Il avait une couleur socialiste qu'il n'a jamais reniée. Mais à l'inverse d'autres historiens, il n'était pas engagé, il n'a pas écrit d'article où, très clairement, il défendait l'une ou l'autre position. Donc à la fin du dernier volume, page 547-548, il écrit ceci.
Finalement, admettre sans réticence la distinction entre économie de marché et capitalisme ne devrait-il pas nous éviter le tout ou rien que nous proposent immuablement les hommes politiques, comme s'il était impossible de conserver l'économie de marché sans laisser toute liberté aux monopoles ou de nous débarrasser de ces monopoles sans nationaliser à tour de bras. Le programme du printemps de Prague, socialisme au sommet, liberté, spontanéité à la base, s'offrait bien comme une double solution à une double réalité préoccupante. Mais quel socialisme saura maintenir les libertés et mobilités de l'entreprise? Tant que la solution proposée reviendra à remplacer le monopole du capital par le monopole de l'État, d'ajouter en somme les défauts de celui-ci aux défauts de celui-là, qui peut s'étonner que les solutions classiques de la gauche ne suscitent pas l'enthousiasme des électeurs? N'oublions pas que cette conclusion est datée du 30 octobre 1979. Donc on est au moment où la gauche tente, après, à ce moment-là, ça ne fait pas encore 23 ans, mais 21 ans, de réaccéder au pouvoir. Et l'on connaît les positions, les relations tumultueuses entre, d'une part, le Parti socialiste de François Mitterrand et, d'autre part, celle de Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français. Si on les cherchait sérieusement et honnêtement, les solutions économiques ne manqueraient pas qui étendraient le secteur du marché et mettraient à son service les avantages économiques que s'est réservé un groupe dominant. Mais la difficulté n'est pas essentiellement là, elle est d'ordre social. De même qu'on ne peut guère attendre des pays qui sont au centre d'une économie monde qu'ils renoncent à leurs privilèges sur le plan international, de même, sur le plan national, peut-on espérer que des groupes dominants qui associent le capital et l'État et qui sont assurés d'un soutien international acceptent de jouer le jeu et de passer la main. Ce sont les dernières lignes donc du 3e volume de cette histoire économique des temps modernes de Fernand Braudel, qui reste une contribution majeure de l'historiographie internationale du XXe siècle. À la fin de sa vie, Fernand Braudel, et de manière peut-être inévitable, parce que l'on remarque ça, je ne sais pas s'il y a des modifications en ce qui concerne la structure du cerveau, mais en tout cas ça peut s'expliquer par l'âge, pour des raisons tout simplement sociales. L'être humain, après avoir été à la conquête du monde, avoir cherché l'aventure au grand large, revient vers sa maison et se replie au fond dans le pays qu'il a vu naître. Et c'est ainsi que nous avons vu que Fernand Braudel est parti en Algérie, c'est là qu'il va mettre en œuvre son projet, le projet de sa thèse de doctorat, la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Il défend sa thèse en 1947, elle sera publiée en 1949, puis il va se lancer, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette aventure d'une histoire planétaire. Je me réfère aux 3 volumes que je viens de vous montrer, une histoire globale véritablement, qui nous informe sur la première mondialisation. Et puis, à la fin de sa vie, Fernand Braudel décide, il explique, je vous ai dit, sans doute par coquetterie, quoique ce ne soit pas sûr, qu'il devait se repentir après avoir fait de l'histoire mondiale, de l'histoire internationale, et qu'il devait donc revenir sur l'histoire nationale
Et c'est ainsi qu'à la fin de sa vie, il écrit une histoire de France intitulée « L'identité de la France ». Le problème, la terminologie n'est pas quelconque, vous le remarquerez, hein. Identité de la France, et vous savez combien aujourd'hui les problèmes identitaires sont devenus tellement importants dans la politique de la France. Je vous montre les 3 volumes qui ont été publiés, d'ailleurs après son décès, et les 3 volumes d'une série qui devait en comprendre 12. Mais Fernand Braudel était tout à fait lucide, il savait que cette histoire de France, il ne la terminerait jamais. Il s'agit ici donc de 3 volumes qui correspondent en fait à 2 tomes. Le premier s'intitule « Espace et Histoire ». Ils ont été publiés, sauf erreur de ma part, en 86. C'est bien ça. Le second, Les hommes et les choses. Et le dernier, Les hommes et les choses. Mais, donc, le tome 2 comprend 2 volumes. Et date également de 86 exactement. Donc, il avait été publié aux éditions Artaud. Fernand Braudel a, juste avant la publication de sa trilogie, Civilisation, matériel, économie et capitalisme, publié un petit livre qui résulte de conférences qu'il a faites aux États-Unis et qui résume en fait ces 3 grands volumes. Donc, si vous n'êtes pas très courageux, ou tout simplement parce que vous manquez de temps, il faut partir de ce petit livre qui ne fait qu'une centaine de pages, qui est très facilement lisible et qui résume donc ces volumes. Ce livre a été publié chez Artaud et s'intitule « La dynamique du capitalisme ». Je vais d'ailleurs vous lire un extrait, page 115-117 de ce livre qui reprend ce qui a pu être dit déjà par Braudel dans sa préface, dans son introduction. Certes, le capitalisme d'aujourd'hui a changé de taille et de proportion fantastiquement. Il s'est mis à la mesure des échanges de base et des moyens, eux aussi fantastiquement agrandis. Mais, mutatis mutandis, je doute que la nature du capitalisme ait changé de fond en comble. 3 preuves viennent à mon appui. Le capitalisme reste fondé sur une exploitation des ressources et des possibilités internationales. Autrement dit, il existe aux dimensions du monde, pour le moins, il tend vers le monde entier. Sa grosse affaire présente, reconstituer cet universalisme. Il s'appuie toujours obstinément sur des monopoles de droit ou de fait, malgré les violences déchaînées à ce propos contre lui. L'organisation, comme on dit aujourd'hui, continue à tourner le marché. Mais on a tort de considérer que c'est là un fait vraiment nouveau. Plus encore, malgré ce que l'on dit d'ordinaire, le capitalisme ne recouvre pas toute l'économie, toute la société au travail. Il ne les enferme jamais l'une et l'autre dans un système, le sien, et qui serait parfait. La tripartition dont je vous ai parlé, vie matérielle, économie de marché, économie capitaliste, celle-ci avec d'énormes adjonctions, conserve une étonnante valeur, présente de discrimination et d'explication. Il suffit, pour s'en convaincre, de connaître du dedans quelques activités présentes, caractéristiques, situées à ces différents étages. Au rez-de-chaussée, même en Europe, où il y a encore tant d'autoconsommation, de services que la comptabilité nationale n'intègre pas,
dans des shops artisanales. À l'étage moyen, soit l'exemple d'un confectionneur d'habillement, il est soumis dans sa production et l'écoulement de sa production à la stricte et même féroce loi de la concurrence. Un moment d'inattention ou de faiblesse de sa part, et c'est la débâcle. Mais je pourrais, au dernier étage, vous citer, entre autres, deux énormes firmes que je connais, soi-disant concurrentes, et seules concurrentes sur le marché européen, l'une française, l'autre allemande. Or, il leur est parfaitement indifférent que les commandes aillent à l'une ou à l'autre, car il y a fusion de leurs intérêts, quelle que soit la voie adoptée à cet effet. Je me confirme ainsi dans mon opinion à laquelle je me suis personnellement lentement rallié, à savoir que le capitalisme dérive par excellence des activités économiques au sommet et qui tendent vers le sommet. Voilà. Donc je dirais, c'est une sorte de philosophie de l'histoire qui se dégage de ces quelques écrits. Braudel a été, cet ouvrage a été critiqué sur le fond de manière bien entendu très polie, parce que c'était s'attaquer à un véritable monument que de s'attaquer à Braudel, dans un ouvrage tout à fait remarquable dû à Michel Morinot, qui à l'époque était professeur à l'université de Clermont, dans un article intitulé « Un grand dessin, civilisation matérielle, économie et capitalisme, 15e-18e siècle » de Fernand Braudel. Article publié dans la revue Moderne et Contemporaine, publié en octobre 1981. Fernand Braudel a publié de multiples articles. Ceux-ci ont été rassemblés de son propre vivant d'ailleurs, et d'autres plus tard. Je vous montre celui qui était disponible quand j'étais étudiant. Tout d'abord, Écrit sur l'histoire, publié chez Flammarion, qui est un ouvrage de méthodologie où Fernand Braudel jette des ponts entre les différentes sciences humaines. Le voici. Écrit sur l'histoire numéro 2, chez Champ Flammarion. Alors, aux éditions de Fallois, les écrits de Fernand Braudel autour de la Méditerranée. L'histoire au quotidien. Quand je vous disais que je m'interrogeais sur la qualité de son sommeil et de ses nuits, et alors, après son décès, on a retrouvé, sa femme, Paul, a retrouvé un manuscrit, donc dans un de ses tiroirs, un manuscrit d'un livre qui avait été commandé bien plus tôt, mais qu'il avait abandonné parce que l'éditeur Albert Schira était décédé en 1973, et que d'autre part, il fallait rassembler toute une documentation iconographique et qu'il n'avait plus le temps de le faire. Et donc, très heureusement pour ses lecteurs, a été publié en 1998 Les Mémoires de la Méditerranée. C'est un ouvrage qu'il a écrit de manière très alerte, mais en se basant quand même sur une documentation très sérieuse, mais qui a dû être revu par des spécialistes, parce qu'évidemment, la bibliographie était complètement dépassée, près de 25 ans après la conception du livre, peut-être un peu moins d'une vingtaine d'années après la conception du livre, et ce livre porte sur une période dont il n'était pas du tout spécialiste,
puisqu'il s'agit de l'histoire de la Méditerranée, du monde méditerranéen, non pas cette fois au XVIe siècle, mais ça couvre l'époque de la préhistoire et de l'Antiquité. Il a dirigé d'ailleurs des ouvrages sur la Méditerranée, un dans lequel il a publié en tout cas 4 chapitres sur les 6, publié de nouveau chez Champ Flammarion, La Méditerranée, l'espace et l'histoire. Et alors ici, j'ai la suite de cette partie-là, mais qui reprend le premier volume, donc ça reprend l'espace et l'histoire, les hommes et l'héritage, et c'est dans la même collection, sauf que moi j'ai ici des éditions Françoisir, mais qui ne fait que rééditer, donc édité chez Flammarion. Donc ces ouvrages datent de 1985-1986. Un ouvrage d'ailleurs sur lequel je ne me suis pas attardé, mais qui mérite, qui est un ouvrage tout à fait remarquable, qui concerne l'Italie du milieu du XVe siècle au milieu du XVIIe siècle, c'est Le modèle italien, chez Champ Flammarion. Il a dirigé également avec Ernest Labrousse, qui l'avait précédé dans le domaine de l'histoire économique, une histoire économique et sociale de la France en 5 volumes, si mes souvenirs sont bons, 4 ou 5 volumes, dont je vous montre ici le premier tome, dans lequel il a écrit une préface et une introduction. L'édition que je vous montre ici, c'est celle des Presses universitaires de France, dans la collection Quadrige. Fernand Braudel n'écrivait pas que pour les spécialistes. Il écrivait pour le grand public éclairé. D'ailleurs, quand on voit le succès de ses livres, cela dépasse de très loin le monde des historiens, bien sûr. Il s'adressait à des gens qui cherchaient à s'informer, à comprendre le monde dans lequel ils étaient, en cherchant les racines de l'économie et de la société contemporaine dans l'époque qui précède, donc l'époque moderne, du XVe au XVIIIe siècle. Fernand Braudel aussi, en 1963, a voulu intégrer l'histoire des civilisations en terminale, dans l'enseignement secondaire, et il a publié un livre qui, hélas, n'a pas eu vraiment de successeur à cette époque-là. C'est un ouvrage publié chez Belin et qui, après sa mort, a été réédité sous un titre différent en 1987. Dans sa première édition, ce manuel s'intitulait « Le monde actuel, histoire et civilisation ». Et dans l'édition la plus connue, celle que l'on peut trouver maintenant en librairie, cet ouvrage s'intitule « Grammaire des civilisations ». En fait, il s'agit d'un manuel d'enseignement secondaire qui fait 600 pages et que je vous montre, et qui porte sur l'histoire de l'humanité, mais via l'angle des civilisations. Je reprends maintenant mon exposé, après vous avoir parlé des grandes œuvres de Fernand Braudel, de vous avoir montré également les possibilités d'accès à ces différents articles, un certain nombre de publications, publiées chez Flammarion ou publiées également aux éditions Le Fallois. Je reviens maintenant à mon exposé, puisque je vous avais dit en introduction que Fernand Braudel était aussi un homme de pouvoir, que ce n'était pas seulement un pur scientifique, si ce mot a un quelconque sens. Ce fut bien sûr un grand historien, mais pour pouvoir imposer d'une certaine manière sa vision de l'histoire, quand je dis imposer, je dirais dans le paysage français, ça ne veut pas dire qu'il était intolérant, pas du tout, mais pour pouvoir
donner la possibilité à un certain nombre de travaux de ce qu'on appelle l'école des annales, fondée par Marc Bloch et par Lucien Febvre, puisse avoir pignon sur rue. Et effectivement, l'école des annales a gagné très largement le combat, même si elle n'a pas éliminé du paysage, et heureusement d'ailleurs, historiographique, l'histoire militaire, politique et diplomatique, qui gardent toutes leurs justifications, mais qui étaient exclusives auparavant de l'histoire des gens, de l'histoire des structures économiques et sociales, qui constituent quand même l'essentiel, je dirais, comment dirais-je, de la vie des gens, qui fondent leur existence. Eh bien, Fernand Braudel a dû batailler. Il a dû batailler comme déjà les deux cofondateurs des Annales l'avaient fait, Marc Bloch et Lucien Febvre. Il a poursuivi le combat, car il s'est vraiment agi d'un combat. Il s'est agi d'un combat pour s'assurer des lieux stratégiques. Et parmi ces lieux stratégiques, il y avait, bien entendu, sinon l'université elle-même, du moins des lieux de recherche et d'enseignement qui permettaient aux chercheurs de pouvoir développer des travaux qui fassent le lien entre l'histoire d'une part et les autres sciences humaines. Alors, quel a été le combat quelles ont été les places qui ont été prises par Braudel après la Deuxième Guerre mondiale, puisque avant la Première Guerre mondiale, je vous ai dit qu'il était professeur de lycée et puis qu'il était envoyé en mission à l'université de Sao Paulo. Puis il y a eu la guerre, hein, où lui-même a été fait prisonnier, donc il était en Allemagne, il a rédigé en grande partie donc, son œuvre dans un camp militaire de prisonniers pour officiers, puisqu'il était lieutenant, et un Oflag donc. Et à partir de 1946 commence la lutte véritablement pour le pouvoir. Alors quelles sont les grandes dates à retenir dans ce cadre-là? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est l'héritier immédiat de cette première génération des annalistes, si je puis dire, de ceux qui ont fondé les annales. Marc Bloch avait été fusillé en 1944, au mois de juin, par les Allemands. Il faisait de la résistance. Lui-même avait été tout à fait logiquement, comme il était d'origine juive, interdit d'enseignement à la Sorbonne, où il avait une chaire d'histoire économique et sociale, c'était d'ailleurs la seule en France à ce moment-là. Restait donc Lucien Febvre au lendemain de la guerre, qui va décéder en 1956, et Fernand Braudel, qui soutient sa thèse en 1947, va être associé de manière très étroite à Lucien Febvre. À partir de 1946, il est co-directeur, puis seul directeur de la revue Les Annales, qui va d'ailleurs changer de nom et ne plus s'appeler Annales d'histoire économique et sociale, mais Annales économie, société et civilisation, donc Annales ESC, puisque c'est l'acronyme sous lequel les historiens l'ont connu pendant de nombreuses années. Maintenant, c'est Annales histoire sciences sociales, sauf erreur de ma part. Et Fernand Braudel donc va prendre cette direction donc de 1946 jusqu'en 1969. Premier poste, donc celui de pouvoir décider ou co-décider à l'époque avec Lucien Febvre de la publication d'un certain nombre d'articles, surtout afin de promouvoir une certaine vision de l'histoire orientée vers l'histoire économique et sociale. Ça, c'est la première chose. En 1969,
1947, il crée, avec Charles Maurrazé, qui, dit-il, a été le principal instigateur de cette démarche, il crée en 1946 donc la 6e section de l'école pratique des hautes études. Cette école pratique des hautes études qui avait son siège à la Sorbonne, qui l'a toujours d'ailleurs, et l'histoire faisait partie de la fameuse 4e section. Hein, cette section qui s'intitule toujours aujourd'hui d'ailleurs Sciences philologiques et historiques, mais comme ils voulaient développer l'histoire économique et sociale, ils ont créé une école, une section supplémentaire, donc destinée au fond aux sciences sociales, aux sciences humaines d'une manière générale, ce qui n'était pas le cas, puisque ces sciences humaines n'avaient pas un lieu où pouvoir se développer dans ce cadre-là précédemment. La particularité de cette école pratique des hautes études, c'est qu'elle a été créée à la fin du Second Empire, en 1868, par Victor Duruy, sur le modèle des universités allemandes, où l'enseignement pratique, et c'est le terme qui apparaît donc dans l'intitulé de cette école, école pratique des hautes études, où en Allemagne donc on organisait l'enseignement sur base de séminaires, c'est-à-dire que l'enseignement n'était pas seulement magistral, mais que pour apprendre son métier, en particulier dans le domaine de l'histoire, il fallait apprendre à travailler sur les textes directement et non plus gloser, je dirais, sur des textes qui avaient été écrits précédemment par d'autres historiens. Donc c'était une école où on apprenait sur le terrain à travailler, à faire de la critique historique, du commentaire de texte directement sur les documents. Donc ici, il y a un élargissement des travaux de cette école pratique, et comme il souhaite lui donner, donc Charles Maurrazé et Fernand Braudel, une ampleur et une visibilité, ils parviennent à créer donc la 6e section de l'école pratique des hautes études. Fernand Braudel sera le président de cette 6e section entre 1956 et 1972. Alors, la consécration de la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II interviendra assez rapidement. Sa thèse est soutenue en 1947. Il présente, enfin plus exactement, c'est Lucien Febvre qui le pousse en tant que parrain à poser sa candidature à sa succession dans le cadre de la chaire d'histoire de la civilisation moderne. Et en 1949, Fernand Braudel, élu à cette chaire, peut commencer donc son enseignement au Collège de France. Le Collège de France qui est le top, le sommet de l'enseignement académique en France, qui consacre véritablement des savants, qui leur donne la possibilité d'enseigner sans avoir à faire passer des examens, à être directeur de thèse, et donc le Collège de France est un lieu qui permet à ces savants de s'épanouir en n'étant pas submergés par des tâches pédagogiques ou administratives diverses. Donc c'est un lieu qui est très demandé, tout d'abord pour le prestige qu'il apporte, parce que le Collège de France c'est plus que la Sorbonne, mais c'est surtout parce que c'est un lieu qui vous permet d'avoir du temps libre et surtout de rencontrer encore plus que dans d'autres institutions des chercheurs et des savants du monde entier que vous pouvez dès lors fréquenter, parce que c'est un lieu tellement célèbre. Alors, la même année, en 1949, Fernand Braudel avance
une pièce dans son jeu d'échecs. Il a la revue, les Annales, depuis 1946, il est co-directeur, mais enfin, c'est une fonction tout à fait essentielle, donc il peut promouvoir ce que plus tard on appellera la nouvelle histoire, c'est encore l'école des Annales à ce moment-là. Donc, d'une part, promouvoir des chercheurs avec une vision, une orientation particulière, histoire économique et sociale. Il a ensuite, sur le plan institutionnel, une école où des postes vont être créés. C'est la 6e section de l'école pratique des hautes études. En 1949, il devient, je dirais, un grand maître, puisqu'il est au Collège de France. Et la même année, alors là, c'est une position encore stratégiquement beaucoup plus importante. L'autre est une situation essentiellement de prestige, le Collège de France, qui consacre évidemment un très grand savant, mais en 1949, jusqu'en 1954, donc pendant 5 ans, Fernand Braudel va être le président du jury d'agrégation d'histoire. C'est un poste tout à fait essentiel parce que, en tant que président du jury de l'agrégation, il va voir défiler toute une série de candidats devant lui et il va repérer ceux qui ont des compétences particulières pour faire de la recherche et dès lors, ce sera pour lui un véritable vivier pour faire de la recherche dans les orientations que j'ai déjà évoquées. Voilà. Alors, à partir de 1957, il va mettre en route une autre institution qui est la Maison des sciences de l'homme, qui va s'installer boulevard Raspail à Paris. Et enfin, il va, alors là ce sont des titres honorifiques, devenir docteur honoris causa d'une douzaine d'universités dans le monde, et couronnement sur le plan littéraire, en 1984, il est élu membre de l'Académie française. Il va décéder donc 1 an plus tard, en 1985. Ce qui est important de retenir ici, c'est donc que Fernand Braudel a mis en place toute une stratégie pour disposer de leviers permettant de pousser la recherche historique dans le sens qui lui semblait être prometteur d'avenir et qui permettait également d'expliquer l'histoire en profondeur en ne faisant plus, comme auparavant, de l'histoire événementielle, politique, militaire, diplomatique, qui ne s'intéressait qu'à la surface des choses. Donc ce pouvoir, il l'a mis au service vraiment d'un projet qui s'est avéré tout à fait fructueux, et c'est ainsi que lorsqu'il a pris sa retraite au Collège de France en 1972, 3 ans plus tôt déjà en 1969, à la tête de la revue Les Annales, il a pu, comment dirais-je, partager son héritage entre ceux que j'ai appelés les diadoques tout à l'heure, entre d'une part le Collège de France, Emmanuel Leroy-Ladurie lui succède à la chaire d'histoire de la civilisation moderne en 1973 donc au Collège de France. Dès 1969, sauf erreur de ma part, c'est Jacques Le Goff qui lui succède, me semble-t-il, ou en tout cas Jacques Le Goff devient, sauf erreur de ma part, parce que pour moi c'est un petit peu lointain, je me rappelle de l'époque où j'étais étudiant et puis chercheur à Paris d'ailleurs, au début des années 1980, Jacques Le Goff, je crois, est devenu président
de la 6e section lorsqu'elle s'est transformée en école des hautes études en sciences sociales, c'est-à-dire le HESS en 1975. Voilà, donc en fait il y a eu un véritable partage, si je puis dire, entre les plus brillants historiens de l'école historique française, c'est-à-dire entre les historiens des annales à ce moment-là. Je crois qu'il me paraît important de vous faire part de la philosophie de l'histoire de Fernand Braudel. Je vous en ai déjà donné un aperçu en lisant des passages de Civilisation matérielle, économie et capitalisme tout à l'heure. Maintenant, je vais vous lire des extraits de cet article, ou plutôt de cette interview qui a été faite en novembre 1984 dans le magazine littéraire, où finalement Fernand Braudel apparaît comme quelqu'un qui est déterministe. Même si, je dirais, en tant qu'humaniste, il laisse la porte ouverte à un certain possibilisme, je dirais, vidalien, où tout n'est pas fixé à l'avance. Mais en tout cas, pour lui, le poids des structures est tel que finalement, l'être humain n'a plus beaucoup de latitude quant à sa capacité d'agir sur son destin. Autrement dit, l'humanité se trouve un petit peu comme un radeau qui flotte sur les flots et où finalement avec lequel il est difficile de se diriger dans une direction précise. Voilà ce qu'il écrit dans cette interview. On lui pose la question s'il n'est pas un petit peu conservateur. Un simple constat de l'impuissance des individus face à ce groupe de pouvoir économique que secrète d'elle-même toute société, qu'elle soit ou non capitaliste. Je pense de ce fait que l'homme n'est pas libre, que sa seule liberté, comme l'enseignait Léon Brunswick, est d'avoir le droit et le courage de juger. Je juge la hiérarchie. Je ne prétends pas que ça me donne une prodigieuse liberté, mais ça me permet de penser, de vivre, de dormir tranquille, et d'agir de temps à autre dans le sens de ce jugement, quand la possibilité m'en est donnée, rarement. C'est peut-être très lucide, mais pour des militants, pour des idéalistes, c'est évidemment très déprimant. Plus loin, il dit ceci: Marx se trompe plus qu'à moitié quand il dit que les hommes font l'histoire. C'est plus sûrement l'histoire qui fait les hommes. Ils la subissent. Un peu plus loin, l'histoire volontariste, c'est une illusion, une goutte d'eau dans l'océan. Voilà, donc quelques extraits qui reflètent en tout cas le fond de la pensée de Fernand Braudel lorsqu'il écrit. Je vais vous montrer encore quelques livres, 2 livres qui sont consacrés à Fernand Braudel. Tout d'abord, la biographie que lui a consacrée Pierre Daix, historien de l'art, marxiste, publié dans les grandes biographies Flammarion. Et alors, le livre de Giuliana Gemelli, Fernand Braudel, avec une préface de Maurice Aymard, qui a été un collaborateur très proche de Fernand Braudel, aux éditions Odile Jacob. Conclusion de tout ceci. Fernand Braudel, sans conteste, a été
un des plus grands, sinon le plus grand historien de la seconde moitié du XXe siècle. C'est en tout cas ce que pensait Jacques Le Goff, qui lui est décédé le 1er avril 2014, donc il y a 4 ans. Fernand Braudel fut à la fois un grand érudit, comme il pouvait y en avoir à l'époque, depuis l'époque de l'humanisme. C'est ensuite un personnage qui avait une vision encyclopédique de l'histoire. Il voulait tout englober. Et en cela, on peut dire que c'est un fils des Lumières. C'est un républicain également, très français. Je veux dire, dans sa vision du politique. C'est aussi un héritier du XIXe siècle qui était épris, qui était féru de la construction de systèmes. On le voit bien lorsqu'il construit cette maison avec 3 étages. Ce qui est sûr, c'est qu'il a marqué plusieurs générations. Aujourd'hui, me semble-t-il, il n'y a plus d'historien de son envergure, certainement pas en France. Fernand Braudel était au sommet de sa gloire à la fin des années 70. C'est une époque où fleurissait toute une série d'ouvrages de grands historiens français qui avaient complètement rénové la vision d'histoire telle qu'on la pratiquait jusqu'alors. Je parle de Georges Duby, dans le domaine du Moyen-Âge, de Jacques Le Goff, dans le même secteur, de Pierre Goubert, dans le cadre de l'histoire démographique de l'Ancien Régime. Même chose pour Emmanuel Leroy-Ladurie, et je pourrais en citer encore bien d'autres. Les années 70 ont constitué, si je puis dire, l'automne des annales, mais un automne flamboyant. Un automne flamboyant. Qui correspond précisément à la période où moi-même je faisais mes études d'histoire dans la deuxième moitié des années 70. Ces personnages étaient encore de grands noms, bien sûr, au début des années 1980, mais il s'agissait à ce moment-là d'une histoire qui commençait à s'essouffler, puisque c'est à cette époque-là qu'il y a eu un retour, mais il ne faut pas porter de jugement quant à ce phénomène, mais un retour vers des études de type biographique. C'est ainsi qu'une collection chez Fayard s'est spécialisée dans cette catégorie. Fernand Braudel est décédé maintenant il y a plus de 30 ans. Je garde toujours le souvenir de ces 2 moments où je l'ai entrevu, et je me souviens que un professeur chinois qui aurait eu 100 ans cette année-ci et qui était professeur d'historiographie à l'université de Pékin m'avait expliqué qu'il avait dû prendre rendez-vous 2 ou 3 mois à l'avance pour pouvoir rencontrer Fernand Braudel et que le temps était compté. Je ne sais pas s'il a eu droit à 20 minutes ou une demi-heure d'entretien, mais il s'agissait véritablement d'un personnage qui recevait ses hôtes comme un chef d'État français à l'Élysée, ça c'est sûr. Je me souviens également d'une réflexion d'un personnage, un grand maître de l'université de Bruxelles, le professeur Jean Stengers, qui enseignait donc l'histoire contemporaine et qui était vraiment, lui aussi, c'était en tout cas un demi-dieu à l'université de Bruxelles, parlait de Fernand Braudel, qu'il avait rencontré, en tout cas lors d'hommages
à Léon, pas Léon Brunswick, à Henri Brunswick, spécialiste de la Prusse du XVIIIe siècle, mais surtout de la colonisation en Afrique, et que lorsque Fernand Braudel est arrivé dans la grande salle de la Maison des Sciences de l'Homme, donc boulevard Raspail, on a entendu voler les mouches, c'était Dieu lui-même qui descendait sur terre. J'ai dit